Madame, monsieur, bonjour. Vous préparez vos passeports et ouvrez grand vos chakras. Parce que c'est parti pour le nirvana, enfin presque quoi. Cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale du bien-être, vous ne saviez même pas que ça existait. Eh bien, on va vous proposer un tour du monde de la relaxation. Quelles sont les méthodes anti-stress adoptées par nos voisins, proches ou lointains même? Comment fait-on pour évacuer les tensions dans les pays étrangers? Existe-t-il des remèdes miracles contre l'anxiété? Bref, la zen attitude aux quatre coins du monde, c'est maintenant. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne des choses que l'on ne connaît pas ici en France. Démonstration avec nos correspondants du jour et vous verrez que c'est encore plus original qu'une séance de yoga, ce qui est très bien déjà. Pour cette parenthèse bien-être, nous avons fait appel à Nicolas Bertrand, qui nous attend à New Delhi. Vous le voyez en haut à gauche. Valérie Astruc en haut à droite, qui nous donne rendez-vous à Washington. Arnaud Miguet, qu'on rejoindra au Japon. Et enfin, Alexia Kefalas, notre correspondante à Athènes. Et en raison du décalage horaire, vous le savez probablement, avec certains de ces journalistes, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, tout de suite, on part méditer en Inde. À tout seigneur, tout honneur. Et là-bas, pour retrouver la paix intérieure, il existe une méthode que vous ne connaissez peut-être pas. Une méthode millénaire, plutôt, vous allez voir, assez radicale. Ça s'appelle le Vipassana. Nicolas, si j'ai bien compris, au grand mot, les grands remèdes. Alors, comment ça marche au juste? Bonjour Nicolas. Bonjour William, alors le Vipassana c'est une retraite, vous vous retirez du monde mais alors là totalement et cela va durer 10 jours pendant lesquels il vous est demandé d'arrêter de parler, de ne pas lire, de ne pas écouter de la musique non plus. Il est même demandé aux participants d'éviter de se croiser les regards les uns les autres. Vous ne pouvez pas bien sûr emporter votre téléphone portable et vous ne pouvez pas non plus emporter de feuilles de papier, tout est fait pour que vous vous retrouviez avec vous-même et avec absolument rien d'autre. Mais alors, que fait-on pendant ces 10 jours? Eh bien, vous méditez, vous apprenez à maîtriser votre esprit, à contrôler votre respiration et être à l'écoute aux sensations de votre corps. Et selon les participants avec qui j'ai pu parler, eh bien, c'est extrêmement difficile. Les crises de larmes sont fréquentes, les abandons sont fréquents aussi. Alors, pour quel résultat au final? Eh bien, je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage. Nous en parlons juste après. Il est signé Héloïse Dayan et Valentin Guinel. Ils arrivent du monde entier, pourtant ils ne sont pas ici en vacances. Ces Thaïlandais, Canadiens, Français signent pour une expérience de méditation extrême. 10 jours sans parler, sans même croiser le regard de l'autre. 10 jours face à soi-même. Cette recherche de soi est appelée Vipassana, la vue profonde, avec pour résultat espéré le bien-être. Je pense que ça va m'aider à régler mes problèmes, à avancer dans la vie. Je suis un peu nerveuse. Je pense que ça va être dur pendant 10 jours d'être silencieux. Je viens de vérifier le programme et nous avons 11 heures de méditation par jour. La discipline est stricte, les conditions de vie basiques. Comme les 70 autres participants, Lorraine Courmet, française, découvre sa chambre. Numéro 5. Un lit, une douche, il faudra faire avec le strict minimum. Le dépouillement est complet. Les participants vont aussi devoir laisser derrière eux leurs affaires pour se couper totalement du monde. Vous déposez tout ça? Yeah. Ok, allez à ce casier. Ok. Là, je vais mettre mes petites affaires personnelles et artifices. Bye bye et à dans 10 jours. Donc, qu'est-ce que tu laisses tout ce qui est électronique, portable, tablette, bracelet, livres, stylo, feuilles. Ouais, pas de choses extérieures, en fait. Voilà, juste moi, mon moi. S'observer, se concentrer sur ses sensations, sa respiration. De 4h du matin à 9h du soir, les étudiants méditeront dans ce hall que nous ouvre Shyam Sundar Taparia, le doyen du centre. Les séances ne peuvent pas être filmées pour ne pas gêner le travail sur soi des participants. L'objectif est de se reconnecter à soi-même, à notre esprit, à notre subconscient. C'est pour cela qu'il est essentiel de maintenir le silence le plus total. Aux origines du Vipassana, les enseignements de Bouddha. Bodh Gaya, le lieu choisi par les étudiants, est emblématique. C'est ici, sous cet arbre,
que Bouddha a trouvé le chemin du nirvana il y a plus de 2500 ans. C'est ici qu'est née et s'est popularisée la méditation. Si certains craquent, quittent la retraite au bout de 3 jours, Charlie est allé au bout. L'expérience lui a permis de faire le point sur sa vie. Les premiers jours n'étaient pas faciles. Ça demande beaucoup d'attention, ça fatigue énormément. Et après, ça peut aussi mettre les nerfs à vif, ça peut faire remonter des choses. Mais après, on rentre dans le bain, on comprend mieux. Ça se finit par une belle épreuve où on est tous contents de l'avoir passée, d'avoir appris beaucoup de choses sur soi. Et on se dit tous « be happy » parce que finalement, on l'est. Comme Charlie, 3000 personnes viennent chaque année à Bodh Gaya suivre cette cure de silence, à la recherche du bonheur et de la sérénité. Ouais, ça n'a pas l'air simple tout ça. Nicolas, à quel résultat peut-on s'attendre après 10 jours? Vous ressortez de là transformé? Oui, alors écoutez, bien sûr, je ne l'ai pas fait moi-même, mais toutes les personnes qui sont passées par là ne sont en fait pas unanimes. Il y a d'abord tous ceux pour qui, oui, le Vipassana a changé la vie. Ils disent aujourd'hui être des autres personnes, s'être retrouvés eux-mêmes, ils sont plus équilibrés et quelque part, ils se seraient libérés d'une certaine souffrance intérieure. Et puis, il y a les autres pour qui l'expérience n'a rien apporté de transcendant dans leur vie, mais ils sont néanmoins très contents d'être allés au bout du processus, d'être arrivés au bout de ces 10 jours de silence, car s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que c'est extrêmement douloureux comme exercice. Et puis, pendant ces 10 jours, vous apprenez également des techniques de méditation qui peuvent ensuite vous servir au quotidien pour le reste de votre vie. Et ça coûte combien tout ça? Parce qu'il n'y aurait pas un peu de business derrière, non? Oui, eh bien, je me suis posé la question, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un business au sens négatif du terme. Alors bien sûr, il y a des gens qui vivent dans ces centres de formation, mais le système de paiement est tout à fait particulier puisque tout, absolument tout est gratuit, y compris l'hébergement et la nourriture. En fait, c'est à la fin du séjour uniquement que vous pouvez faire un don qui servira à couvrir les dépenses des participants suivants. Mais encore une fois, il n'y a pas de montant minimum, vous donnez ce que vous voulez, y compris rien du tout si vous ne voulez rien donner. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de centre de méditation Vipassana est en train de se répandre à travers la planète. Il y a des centres bien sûr en Asie, mais également aujourd'hui en Amérique du Nord, en Australie et même en Europe. Et puis, je termine avec cette anecdote. Le caméraman Valentin qui a réalisé ce reportage, eh bien, il a été ému, touché par ce type de méditation tant et si bien qu'il a décidé de s'y inscrire pour le mois de juillet. Voilà, 10 jours de silence, je trouve ça courageux. Je ne suis pas certain personnellement que je pourrais y arriver. Ça peut vous rassurer, moi non plus. Bon courage à votre collègue caméraman et merci. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt. Pour la prochaine escale, cap sur Washington. Où nous attend Valérie Astruc et aux États-Unis, malgré de nombreux clichés que vous connaissez sur la malbouffe et puis un fort taux d'obésité, vous allez voir que la course au bien-être, elle est sans limite, quoi. Alors ça se traduit comment, Valérie? Bonjour. Bonjour William. Eh bien, d'abord, c'est une véritable industrie qui génère 166 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'Amérique est la nation qui dépense le plus pour son bien-être. Et cette nation d'entrepreneurs a évidemment l'imagination fertile. Festival géant du yoga à Coachella en Californie. Explosion des restaurants et des boîtes de nuit à New York et Los Angeles. Boîtes de nuit sobres, c'est-à-dire sans alcool. Et même les stars d'Hollywood deviennent des gourous du bien-être. Exemple, l'actrice Gwyneth Paltrow qui recommande à ses femmes de manger des petits pots pour bébé afin de rester jeune et qui recommande aussi de mettre des ventouses sur son corps pour détendre les muscles. Et elle s'est même affichée avec une robe de soirée avec sur ses épaules des traces de ventouses, un peu comme si c'était des tatouages. Et puis, il y a surtout une nouvelle mode qui s'appelle le decluttering, traduction, désencombrer sa vie, ne pas s'attacher aux choses matérielles, vivre avec peu et se débarrasser de tout ce qui est inutile. Le decluttering est né en fait avec la jeune génération qui est arrivée sur le marché de l'emploi avec la crise de 2008. Cette génération était handicapée par la dette étudiante et ne trouvait pas de travail. Alors, elle a inventé ce mouvement un peu sous la contrainte. Et aujourd'hui, le decluttering est devenu un courant culturel qui se décline à peu près à tous les étages, comme vous allez le voir avec le reportage réalisé avec Thomas Porlon et Ariel Monange.
Un étrange cube en bois au milieu de la forêt. Nous sommes à 1 heure de route de New York, loin du vacarme et de la pollution. Pas de lampadaire, pas de Wi-Fi, pas de télé. Une chambre d'hôtel comme posée dans la nature. C'est très relaxant, c'est vraiment très apaisant. Quand on va se coucher, c'est complètement noir. On entend juste le cri des hiboux et les bruits de la forêt. 120 € la nuit pour une chambre de 16 mètres carrés, équipée d'une cuisine et d'une douche. La philosophie du lieu, faire aussi confortable, mais avec moins d'espace, moins de luxe, ce qui est superflu a disparu. Nous n'avons pas beaucoup de place pour nous asseoir, mais ça nous pousse à passer plus de temps à l'extérieur. Dana est étudiante, elle est venue passer un week-end là avec son copain. Ils appartiennent au mouvement baptisé Decluttering, traduction désencombrer sa vie. Les choses matérielles me font perdre beaucoup de temps et d'espace. Cette expérience a vraiment été une révélation. Le decluttering est même devenu un métier. Pam se fait payer 70 € de l'heure pour aider les Américains à se débarrasser de tous les objets inutiles. Aujourd'hui, cette cliente veut se séparer d'objets à valeur sentimentale, comme des lettres ou des photos entreposées dans ses boîtes. Elle veut aussi abandonner des livres, mais ne sait comment choisir. Comme à la maternelle, on va faire des catégories, mais bon, ne réfléchissez pas trop. Faire appel à une professionnelle m'a aidé à ne plus me sentir intimidée par la tâche, mais motivée. Quand je décide de me débarrasser d'objets, surtout lorsqu'ils ont une valeur sentimentale comme les livres, je me dis plus, mais par où vais-je commencer? Mais plutôt formidable, elle va pouvoir m'aider petit à petit. Pam enseigne surtout une philosophie fondée sur des valeurs, vivre avec un minimum d'attaches matérielles. Cela vient d'une volonté de ne pas se sentir prisonnier, mais d'avoir la liberté de bouger d'un endroit à un autre ou d'une expérience à l'autre sans jamais être écrasé par le poids des choses. À New York, où l'immobilier vaut de l'or, le decluttering s'est aussi fait un chemin. Welcome to Chelsea. Dans cet appartement de 37 mètres carrés, ce propriétaire arrive à organiser des repas de Noël pour 12 invités et peut héberger 6 personnes. Un architecte a conçu un système de parois mobiles pour créer une chambre à la place du salon, tout en y faisant circuler la lumière. On fait plus avec moins. Vous voyez, tout dans cet appartement a été conçu pour avoir plusieurs fonctions. L'architecte canadien a imaginé une table à hauteur et longueur variable pour en faire un plan de travail. Même la cuisinière a ses petits secrets. C'est un autre exemple des choses qui sont cachées de la vue, mais qui sont là à la portée de la main. C'est une réaction à l'opulence ou à l'excès. Et je crois en fait qu'on vit dans une société comme ça en ce moment. Le decluttering, c'est faire le vide autour de soi pour mieux profiter de ses amis et de ses proches. Alors, Valérie, ici, on parle beaucoup de bien-être au travail. Est-ce que c'est un sujet d'actualité également aux États-Unis? Ah oui, absolument. D'abord, les grandes entreprises sont en train de convertir leurs salariés à la sieste au travail. Elles ont investi dans des salles de repos avec cabines de sieste fermées et insonorisées. Google, Apple, Huffington Post, toutes ces grandes marques s'y mettent avec un slogan, une prédiction. La pause café sera bientôt remplacée par la pause sieste. Et il y a aussi un grand patron qui est allé encore plus loin. Il propose à ses salariés de les payer pour dormir. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, le salarié doit dormir plus de 7 heures par nuit, 20 nuits d'affilée. Et en échange, il reçoit 20 € par nuit. Alors comment contrôler tout ça? Eh bien tout simplement avec un bracelet fitness qui permet d'enregistrer les périodes de sommeil. Alors évidemment, les salariés gagnent en bien-être, gagnent de l'argent, mais ils perdent un petit peu en liberté. Et ce grand patron avant-gardiste a même commandé une étude à une université qui a conclu qu'avec cette mesure, eh bien, cette entreprise gagnait 69 minutes de productivité par semaine et par salarié. Vous voyez que le bien-être au travail pour les entreprises, c'est d'abord un investissement avec
des bénéfices. Enfin, toujours au travail, eh bien, de plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés de supprimer les chaises pour avoir des bureaux debout afin de se tenir droit. Et même les écoles, les collèges, les lycées s'y mettent. Les élèves sont priés de ne plus être sagement assis. Ils sont priés d'être debout sur leurs deux jambes. Et d'après certains professeurs, eh bien, le fait d'être debout, d'étudier debout, permet une meilleure concentration des élèves et de meilleurs résultats scolaires. Debout, là, voilà, on y est. Alors, avec les horaires que nous avons ici à Télématin, vous connaissez bien, Valérie, nous, la sieste, on va vous la faire gratos ici. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'est très gentil. Je vais faire l'assiette, absolument. Merci beaucoup, Valérie. À très bientôt. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste Internet. Et vous allez voir que les sites dédiés au bien-être fleurissent depuis pas mal de temps d'ailleurs sur la toile. Alors la question, est-ce que le bonheur est sur le web, Julia? Oui, le bonheur est sur le web, oui, effectivement. Parmi les 250 millions de recherches effectuées par an autour des professionnels de santé, William, eh bien, on va trouver 5 millions de ces recherches qui vont concerner les médecines douces, les médecines alternatives ou la relaxation. Alors vraiment, du coup, la médecine douce et la relaxation bénéficient d'une très très belle vitrine, William, sur Internet. Vous avez des sites de référence beauté, comme par exemple celui-ci qui s'appelle marqueverte.com. Celui-ci va vraiment vous proposer des soins de beauté. Et puis vous avez aussi celui-ci qui s'appelle biosanté.fr et qui va vraiment vous aider à y voir clair parmi tous ces termes, vous savez, qui terminent par thérapie, l'hydrothérapie, l'aromathérapie, l'odorathérapie. Évidemment, j'en passe. Au moins, vous pouvez voir un peu plus clair et faire un peu le ménage sur ce site référencé et extrêmement clair. Et puis, sous forme d'appli, vous allez avoir des radios qui sont extrêmement plébiscitées. Tous les jours, elles vont programmer des émissions consacrées aux médecines naturelles, comme celle-ci, Radio Médecine Douce. Mais vous avez aussi Music Care, qui a été carrément élue la meilleure radio dans le traitement de la douleur par des musiques, des consommations, éviter les consommations médicamenteuses et plutôt améliorer votre qualité d'écoute via cette application, justement. Alors, est-ce qu'en matière de relaxation, parce que c'est un peu ça le sujet aussi, est-ce qu'il y a une pratique en particulier qui sort du lot sur Internet ? Il y a une pratique que je vous ai trouvée qui sort du lot, qui est assez étonnante et qui est uniquement liée au web. Ça s'appelle l'ASMR, William. Qu'est-ce que c'est en français? Ça veut dire réponse automatique des méridiens sensoriels. Alors, ce sont des vidéos dans lesquelles on va faire du bruit, mais très doucement. Alors d'abord, eh bien, on va chuchoter. Puis comme vous pouvez le voir là, il y a des bruits de papier froissé, de sable à modeler, comme vous pouvez le voir là, de brosse à cheveux, de pinceau à maquillage qui glisse sur la peau. C'est très étrange. Et on est censé écouter ces vidéos et s'isoler, William, avec ce genre de petits bruits. Alors moi, j'ai essayé personnellement. Celle que je vous conseille, c'est celle-ci, parce qu'elle est pleine d'autodérision. C'est Eva Longoria, regardez, qui devant des micros chuchote et fait des petits bruits, comme vous pouvez le voir là. Ouais, ça va mieux, elle, c'est bien. C'est un peu du fétichisme sonore, William. C'est-à-dire que pour avoir tenté, c'est effectivement pas mal, mais il faut bien choisir ses bruits parce que ça peut être aussi très crispant, voyez. Et ça, c'est que le début. Elle est payée pour ça ou non, mais je vous la montre, elle, mais toutes les stars américaines ont leurs vidéos d'ASMR. Ah ouais? Ouais. Avec à peu près le même genre d'éponge sur lesquelles ils frottent. Elle mange, elle se brosse et elle fait ça près de micro. Là, elle va ouvrir un paquet, puis elle va le manger et faire du bruit avec ses dents. Enfin bon, c'est très particulier. Attends, oui, encore un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi dedans? Très bien. Oui, bien sûr. Au revoir, madame. Au revoir. À bientôt. Très changement de décor. Alors, on retourne en Asie. Alors, pas en Inde cette fois, mais au Japon. Au Japon, vous allez voir qu'on s'y connaît en matière de bien-être. Le zen, on peut presque considérer qu'ils ont inventé le concept. C'est même une seconde nature au pays du soleil levant, non? Konnichiwa, Arnaud. Bonjour, William. Konnichiwa. Bienvenue à Kyoto, au pays du zen. Ici, au Japon, en matière de bien-être, de plénitude, de relaxation, eh bien, on en connaît un rayon. Et ces rituels font même partie de la culture nippone. Alors, il y a des rituels très anciens, comme le shiatsu, qui relève de la médecine traditionnelle. Et puis, il y a des rituels beaucoup plus nouveaux. Il y en a un qui vient de sortir, ça s'appelle l'Otanamaki. Regardez, c'est étonnant, c'est un reportage que nous avons réalisé avec Akane Saiki et l'excellent Gaël Caron. Attention, claustrophobe, s'abstenir. Regardez. Enceinte de 8 mois, Saori Kotani a trouvé sa méthode de relaxation.
Aujourd'hui, je ne me sens pas super bien. C'est pour ça que je suis venue faire de l'otanamaki. Suivez-moi, je vais vous montrer. L'otanamaki, c'est ça. N'ayez pas peur, ça peut paraître un peu bizarre ou effrayant. Mais ça détend. Vraiment. Si bien que Saori vient ici pour au moins 2 séances par mois pour se faire emballer par Noako, la sage-femme. Ça va comme ça? Oui, très bien. C'est une bonne position ou vous voulez que je serre un peu plus? Oui, ça va. 43 € la séance, enveloppée dans un tissu élastique pour se sentir mieux. Il fallait y penser. Grâce à cette méthode, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et c'est bon pour la circulation du sang. L'idée est d'être en position fétale. La séance d'otanamaki dure une vingtaine de minutes. Je sens que même mon bébé est heureux. À Kyoto, la ville aux 1000 temples, ce rituel, tout le monde ne connaît pas encore. Alors, image à l'appui, nous sommes allés poser la question. Il y a quelqu'un là-dedans? Oh non, ça fait trop peur. Il n'y a que les Japonais qui sont capables de faire des trucs comme ça. Pour nous, c'est normal. C'est cette sage-femme, Nobuko Watanabe, qui a mis au point cette méthode de relaxation. Une méthode toute récente qui fait des émules. Mettez-vous là, comme ça, et mettez le tissu sur la tête, comme ça. Et vous resserrez le nœud. Ensuite, vous vous allongez et vous vous balancez, comme ça. C'est tout simple, vous voyez. Ces cours affichent complet depuis 1 an. C'est compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, ça fait du bien, vraiment du bien. D'ailleurs, je n'ai plus envie de sortir. Otana pour adultes et maki pour envelopper. On peut le faire seul, pas facile. Le rituel reproduit l'emmaillotage des nourrissons, l'idée est même venue de là. En fait, j'enveloppais toujours les bébés et les enfants de 2 à 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'ils aimaient vraiment ça. C'est tout simple. Alors je me suis dit, si c'est bien pour les bébés, pourquoi pas pour les adultes? Les corps se relâchent, les tensions disparaissent. Le bonheur à la japonaise. J'ai l'impression que je suis dans le ventre de ma mère. Je suis vraiment trop bien. Écoutez comme c'est silencieux maintenant. Tout à l'heure, certaines bougeaient beaucoup, mais vous voyez, elles se sont toutes endormies tout de suite. Et 20 minutes plus tard... Je ne me sentais pas du tout enfermée dans ce tissu. Et maintenant, je suis super bien. Une fois initié, on peut même le faire chez soi. Je suis tellement détendue. C'est vrai, on dirait un joli paquet cadeau. Alors, dans le cas d'un sumo, alors ça peut faire un peu lourd. Hein. Puis il faut beaucoup de tissu. Faites attention. Merci beaucoup, Arnaud. À bientôt, à bientôt. Retour dans l'Hexagone maintenant, avec Christelle Balestrero, spécialiste du bien-être à Télématin, mais pas seulement. On va s'intéresser aux méthodes de relaxation. Alors, il nous les faut celles-ci 100% françaises, puisqu'on s'est promené dans 3 pays. Est-ce que c'est très développé chez nous, ou est-ce qu'on a, je sais pas, un peu de retard par rapport à tous ceux qu'on vient de voir, quoi? Non, vraiment, William, on a beaucoup de retard. Hein. C'est vrai que des techniques insolites, voire farfelues, comme on les a vues dans les reportages précédents, ça ne fait pas recette en France. Ils ont été très nombreux à se casser les dents, à vouloir développer des concepts très originaux, mais ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Alors pourquoi? Bien parce que les Français sont frileux. Ils ne se laissent pas facilement convaincre par des méthodes, par des tendances, avec des stars en avant. Qu'est-ce qu'ils sentent l'arnaque? Ben ils n'ont pas envie d'y croire. Et puis, c'est vrai que ces disciplines sont peut-être plus encadrées en France. Il faut savoir que la frontière entre la santé et le bien-être est ténue et les autorités de santé veillent. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Bon. Est-ce que le marché, du coup, du bien-être est
Un peu florissant, beaucoup, pas du tout. En pleine forme, si Ah, vous me quand permettez même, ce malgré jeu de ça. mots. Voilà, absolument. Ah ouais. Le marché du bien-être en France est en pleine forme. Une progression de 7% par an, 290 000 entreprises, de 540 000 salariés, un nombre supérieur au secteur de l'agroalimentaire ou au secteur de l'automobile. C'est pour vous dire, un chiffre d'affaires de 37,5 milliards d'euros. Alors c'est vrai que le marché du bien-être englobe la thalassothérapie, la beauté, l'édition des livres de santé. Le marché, c'est un gros marché, donc ça englobe tout. Et en plus, le secteur ne va pas s'essouffler. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il pousse les portes de l'entreprise. Les dirigeants sont de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin du bien-être de leurs employés, de baisser le niveau de stress. Et donc maintenant, on propose des techniques de bien-être dans les entreprises et le marché s'ouvre dans certaines grosses entreprises. Si vous voyez ce que je veux et dire. le potentiel, vous l'imaginez, William, est énorme dans ce domaine. Oui, mais alors du coup, on va inverser la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que nous, du coup, on a un savoir-faire particulier qui s'exporte à l'étranger ? Alors, nous sommes vraiment les leaders. Nous avons une expertise internationale. Tout le monde nous envie notre thalassothérapie, le début du bien-être. Notre compétence dans ce domaine est historique et inégalée. Il faut savoir d'ailleurs que le mot thalassothérapie a été inventé par un médecin français en 1865, un médecin d'Arcachon. Et puis depuis, c'est vrai que la thalassothérapie française rayonne dans le monde entier. Par exemple, des petits Bretons ont été invités à développer des centres partout dans le monde, en Tunisie, au Koweït, en Égypte, au Bahreïn, à Bali, pourtant réputés pour cette technique de massage. Et pour développer le concept, tout le monde se déplace. Les thérapeutes bretons vont un peu partout dans le monde et vont se déplacer avec les kinésithérapeutes, avec les hydrothérapeutes pour former le personnel local aux soins très particuliers de la thalassothérapie. Alors, pour terminer, vous auriez une activité plus originale que la thalasso, ça on connaît bien, qui se développe en France maintenant ? Eh bien, je propose de vous déchausser, William, et d'offrir à vos pieds un grand moment de bonheur et de liberté. Ça s'appelle la randonnée pieds nus. C'est une activité qui séduit vraiment les Français. Le principe est très simple. On vous demande de redécouvrir la nature et votre corps par vos pieds. Alors, les chemins de randonnée sont balisés, sont sécurisés, et ce sont des encadrants qui vous invitent à découvrir ces chemins pieds nus. Pendant 1h à 1h30, vous allez marcher dans la boue, sur la pelouse, vous allez marcher sur des pierres et même dans la sciure de bambou. Et il paraît que l'expérience est extraordinaire. Alors, si vous êtes tenté... et on sort de là avec des pieds d'éléphant, alors, normalement, vous ressentez beaucoup plus zen. C'est ce que les adeptes disent, c'est que ça stimule les différents points de la voûte plantaire, des points qui sont en lien avec les organes de notre corps. Ça permet aussi de muscler vos pieds, de travailler les zones réflexes. Donc, si vous êtes tenté, sachez qu'il y a des centres dans les Vosges, en Alsace, en Dordogne. On mettra les adresses sur le site. Toutes les informations pour faire prendre le grand air à vos pieds sur notre site internet. Comment vous appelez ça Les chemins de randonnée pieds nus. Pieds nus, tout simplement. Voilà, pieds nus. On se déchausse. Et on fait ça quoi, pendant une journée Alors, il y a des stages, vous pouvez faire 1 heure, 1h30, puis venir plusieurs fois. On peut le faire aussi au bureau, pourquoi pas. Au bureau pieds nus. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour de la table et on s'assoit. Voilà, et on revient et on s'assoit et on fait attention de ne pas avoir... Très bien, bon, bonne chance. On va essayer ça. À bientôt. Alors, pour la dernière séance du jour, direction la Grèce maintenant, où la relaxation a toujours été au cœur des préoccupations, et ça depuis l'Antiquité. Alors, Alexia, c'est tout un art chez vous, là-bas. Il paraît même que les philosophes avaient planché sur le sujet à l'époque même. Bonjour. Bonjour William, effectivement les philosophes, oui, pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont observé comment était le mode de vie de leurs ancêtres et ils se sont rendus compte que la sieste était l'un des éléments essentiels pour la relaxation. On l'a vu, une pause de 20 à 20 minutes à peu près pour effectivement relaxer le corps, commencer une deuxième journée, donc 2 journées en une pour recharger les batteries. C'était la méthode recommandée par les pères de la médecine, Asclépio et Hippocrate. D'accord, Hippocrate, celui-là on le connaît. Et les Grecs là, pratiquent cet art de la sieste encore aujourd'hui, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure aux États-Unis ? Oui, effectivement, William, eh bien, cette méthode de la sieste à la mi-journée est recommandée. On le voit encore beaucoup, notamment dans les îles en Grèce, mais pas seulement, William. Avec la crise économique depuis 7 ans maintenant et la recrudescence de stress, mais aussi de déprime en Grèce, il y a de plus en plus de Grecs qui font un retour aux sources, mais pas n'importe lesquelles, les sources antiques ou encore les plantes antiques
et les méthodes. Pourquoi? Eh bien, parce que les anciens, notamment les philosophes, partaient du principe que pour bien se détendre, pour se relaxer, tout passait par la détente de l'âme. Et pour relaxer l'âme, il fallait éveiller l'un des 5 sens. Alors certains prenaient notamment les carapaces de tortues et en faisaient des harpes pour bercer doucement l'ouïe avec une musique assez calme justement. Et bien justement, c'était pour éveiller l'ouïe, donc apaiser l'âme et détendre le corps. Donc c'est tout un programme et d'ailleurs ce n'est pas tout, c'est l'une des raisons pour laquelle je vous emmène, William, vous détendre, voir comment ces méthodes antiques sont revenues à la mode en Grèce dans ce sujet réalisé avec Aris Katsiyanis. Voici Xenia en pleine séance de thérapie sonore. Si tout ressemble à une salle de massage, cette professeure de sonothérapie ne touchera pas une seule fois sa patiente. Elle la soigne grâce aux vibrations du son qui forment une musique unique. En vibrant, le son traverse le corps. On sait que la force du son est très puissante dans l'eau et même plus rapide. Notre corps est composé de 70% d'eau. Cela signifie que le son vibre dans le corps par sa masse hydraulique, ce qui détend nos nerfs de la tête aux pieds et laisse place au calme. Les Grecs anciens faisaient tout pour créer du son et de l'harmonie. Ils utilisaient les carapaces des tortues pour en faire des harpes. Le but était de détendre par l'ouïe. Le résultat est quasi immédiat et la détente assurée. Mon cerveau reçoit avec ces sons l'ordre de me relaxer et d'ouvrir mon âme. Nous vivons à une époque où le stress est intense. Nous avons donc de plus en plus de monde qui veut des thérapies sonores parce que les médicaments ne fonctionnent plus. Beaucoup vont aussi chercher les bienfaits des herbes antiques. La Grèce possède en effet près de 6000 espèces de plantes différentes, dont 1300 sont endémiques. Certaines, millénaires, sont utilisées aujourd'hui pour éveiller les sens et mieux se détendre. C'est le cas des oliviers, mais aussi du safran, qui est devenu un produit phare. Cette fleur magique qui est la fleur du safran, qui a failli disparaître il y a à peine 4 ans, à cause de la crise, bien sûr, vous connaissez. Les familles allaient arrêter la production, c'était une douzaine de petites familles il y a quelques années. On leur a dit non, surtout pas, cette plante elle est magique, on va vous aider, on va vous financer pour continuer à cultiver cette plante d'une manière à l'ancienne, comme il y a 3000 ans, parce que cette fleur, en elle-même, a les plus grandes concentrations des actifs antioxydants pour l'organisme, aussi bien au niveau de l'organisme de la santé, mais également pour le visage, pour la peau. Avec l'arrivée de l'été, les laboratoires grecs ont aussi cherché à retrouver l'art de la détente dans les produits nationaux, comme le yaourt grec, le célèbre pot blanc à la texture ferme recommandé dans tous les régimes. Eh bien, ces protéines sont utilisées pour notre bien-être aujourd'hui. On prend le yaourt comme il est pour en faire un après-soleil. C'est un produit apaisant, relaxant et nourrissant pour tous les types de peau. Rien que son odeur nous détend. Cerise sur le gâteau, il n'y a pas de produits chimiques, c'est donc un retour aux sources avec des éléments à l'état pur, une belle perspective pour la détente estivale. Ouais, pas mal ça. Alexia, ce retour aux sources, là, c'est un phénomène isolé ou d'une grande ampleur ? C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, William. Il y a des séminaires qui se font notamment dans la montagne du Pélion, la montagne des centaures. Centaure, littéralement en grec, kendavri, c'est ceux qui brodent l'aura. Donc il y en a de plus en plus. Et pour ce sujet, je me suis entretenue avec l'Union des médecins de Grèce, où le président me disait qu'il y a de plus en plus de médecins qui font des stages justement pour apprendre ou réapprendre le bienfait des plantes antiques. Alors, bon, bien entendu, il y a aussi la sonothérapie, mais là, il faut les ustensiles parce que ça ne marche pas forcément avec les casseroles de la cuisine. Ouais, mais là, je peux pas, là, parce que j'ai pas de bol. Donc, oui. Jeu de mots. Merci beaucoup, Alexia. C'était juste pour vous faire rire. Passez une bonne journée et à bientôt. À bientôt, William. Madame, monsieur, atterrissage imminent. Fin de la méditation. Merci à nos correspondants de nous avoir éclairés sur les méthodes de relaxation aux 4 coins du monde. Au revoir tous les 4. À très bientôt. La semaine prochaine, autre thème. Les stars du petit écran seront à l'honneur. Pas les nôtres, mais vous ne les connaissez pas. Les autres, là-bas, dans le reste du monde, qui fait un carton d'audience dans d'autres pays. Pour quelles émissions? Quelle est la recette de leur succès? Bref, voilà, qui sont les rois et les reines de la petite lucarne?
au-delà de nos frontières? Réponse samedi prochain. Préparez-vous à des portraits haute définition. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi pour une émission spéciale consacrée aux résultats du premier tour de l'élection législative. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est le petit supplément du jour. Très bon week-end à chacun d'entre vous.